Donc, je vais vous présenter à travers une étude de cas l'intérêt d'une batterie d'évaluation des fonctions neuropsychomotrices chez l'enfant à partir de 4 ans. Elle est standardisée, étalonnée en fonction des normes chez l'enfant à partir de 4 ans. Donc, c'est la NPMOT et il existe une version pour les deux petits, la DFMOT. Donc, je m'excuse à la place de professeur Vivre-Doré, qui est la directrice de notre unité de recherche, qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Donc pour commencer, je reviens juste sur le constat de l'augmentation du taux de diagnostic de TSA durant les 26 dernières années, qui pousse les chercheurs et les cliniciens à se poser des questions sur est-ce qu'on fait des meilleurs diagnostics et c'est pour ça qu'on a des taux de diagnostic de TSA plus élevés durant les dernières années, ou est-ce que au contraire on fait plus d'erreurs de diagnostic de par les comorbidités qu'on retrouve dans le TSA et des similarités de profil cognitif. Donc, on va regarder, c'est peut-être les deux, mais d'où l'importance donc de faire très attention au diagnostic différentiel et à la stabilité des symptômes dans le temps. Alors pour ça, je vais commencer par 3 points essentiels. Premièrement, c'est cette question de stabilité des symptômes dans le temps. Donc différentes recherches, dont les recherches cliniques appliquées qu'on mène à l'INSERM, à l'hôpital Necker à Paris, ou d'autres recherches de confrères qui mènent à constater que, par exemple, sur l'étude de Foley et al. En 2017, ils ont montré que sur une population d'enfants qui ont été diagnostiqués TSA selon les critères de DSM-4 et pour qui on a pu administrer la dose uniquement, et uniquement 62% sur cette population ont continué à répondre aux critères de DSM-5 sur ce diagnostic. Alors que quand on a administré la dose et la DIR plus des tests complémentaires qui s'inscrivent dans une démarche intégrative pluridisciplinaire du diagnostic, eh bien 100% de la population ont continué à avoir donc une fiabilité de diagnostic dans le temps. Le deuxième point, c'est cet intérêt de diagnostic différentiel, mais aussi l'analyse clinique des profils cognitifs. Donc, au-delà des comorbidités qu'on peut retrouver dans le trouble de TSA, moi, je reviens sur des similitudes de profils d'HP, puisque aussi c'est notre thématique de recherche de l'unité. Et j'attire l'attention juste sur des similitudes qu'on peut retrouver chez certains HP, tout en faisant attention et en pesant mes mots que tous les HP ne sont pas TSA et tous les TSA ne sont pas HP. Mais que dans le cas de TSA, on a TSA avec déficience intellectuelle et sans déficience intellectuelle. Et dans le deuxième cas, on se retrouve avec une intelligence tout à fait dans la norme, qu'on peut mesurer d'ailleurs avec les échelles de Wechsler, là où est-ce que chez l'enfant. Mais on peut aussi retrouver une intelligence supérieure à la norme, le seuil consensuel étant 130 par exemple, c'est le cas de HP. Et donc de ce profil, on retrouve des points de similarité, notamment une fréquence élevée d'hétérogénéité de profil en WISC-5, c'est-à-dire un écart très important entre les indices, avec des points très très forts et des points très très faibles, et en plus un lien significatif entre cette hétérogénéité et des particularités dans le domaine socio-cognitif et psycho-affectif. Donc que ça soit le diagnostic différentiel ou la stabilité des symptômes dans le temps, on sait tous que le diagnostic de TSA doit répondre actuellement aux critères du DSM-5, mais aussi répondre aux phénotypes découverts dans les recherches récentes. Et moi, je fais un focus sur les phénotypes moteurs, puisque la batterie que je vous présente, c'est pour l'évaluation des fonctions neuropsychomotrices. Alors, les différentes études au niveau national et international, on retrouve une unanimité au niveau de la démarche, des troubles de la démarche, de la coordination, de la dextérité manuelle, mais également une dysrégulation tonique et une indétermination de la latéralité. L'ensemble de ces éléments, bien sûr, il y a une implication de pas mal de régions dans le cerveau, mais celle qui est beaucoup plus impliquée, c'est bien sûr le cervelet avec les cellules de Purkinje qu'on a évoquées tout à l'heure. Et cette région, elle est impliquée à la fois dans les troubles moteurs, mais également cognitifs et émotionnels qu'on peut retrouver dans le TSA. D'où l'importance de la recommandation des outils standardisés et normés qui ont accès sur l'analyse clinique, qui vont nous permettre de situer l'enfant par rapport à la variance de la norme, en respectant la maturation neurologique de l'enfant et pas en calquant les modèles de l'adulte sur le développement moteur de l'enfant. Donc en plus de MABC par exemple, qui nous permet d'évaluer les performances motrices ou d'autres questionnaires, nous on va utiliser donc la NPMOT avec sa version digitalisée qui va nous permettre d'examiner l'enfant tout en ayant des connaissances sur les bases de développement neurologique chez l'enfant. Donc je vous mets une photo pour illustrer
l'examen ici du tronc, en faisant une extension, une flexion du tronc pour voir s'il s'agit d'une tonicité dans la norme ou plutôt d'une hypotonie ou plutôt une extension supérieure à une flexion par exemple qui peut relever d'un stretch par exemple et du coup qui peut nous renseigner sur des troubles au niveau de la commande motrice par exemple. Donc à côté, en plus de l'examen qu'on va apporter cliniquement sur l'enfant et qu'on va confronter aux performances motrices, donc la version digitalisée de la NPMOT va nous permettre d'avoir une cotation très rigoureuse mais surtout très rapide, ce qui permet aux cliniciens de gagner du temps, de visualiser le profil de façon très pratique et en situant tout de suite l'enfant par rapport à sa maturation neurologique. Donc ici, on remarque en rouge tout ce qui a moins de 2 écarts types, donc qui relève de registres pathologiques. En orange, à moins 1 écart type, on parle de déficit. Et puis dans la moyenne, ou égal ou supérieur même à la norme, avec la couleur verte à +1 et +2 écarts types. Donc pour faire des échos très pratiques, je vais vous présenter un cas réel qu'on a vu dans notre unité à Necker. Donc c'est le cas que j'ai appelé Joris, c'est bien sûr pas son vrai prénom, qui est âgé de 11 ans et 9 mois, gaucher au niveau de la latéralité fonctionnelle et qui vient qu'on revoit pour une consultation de persistance de troubles du comportement alors qu'un diagnostic de TDAH avec une prise en charge médicamenteuse par méthylphénidate a été posé depuis 2 ans. Donc le Joris a un profil de haut potentiel intellectuel au WISC 4 et on va le voir pour une évaluation pluridisciplinaire, donc examinant le profil neuropsychologique, neuropsychomoteur et socio-psychoaffectif avec une pluridisciplinarité de l'équipe. Donc je précise qu'on a fait le bilan sans traitement et je vais vous présenter toutes les facettes en commençant par l'efficience intellectuelle au WISC 5 et on continue de confirmer donc un profil de haut potentiel avec des capacités très supérieures à la norme et un profil surtout très hétérogène avec un point fort au niveau de la compréhension verbale, donc au niveau du stock lexical qui est très très riche et au niveau de raisonnement verbal. Pour le profil neuropsychologique, il s'agit de très bonnes capacités très supérieures à la norme dans le domaine perceptif, dans le domaine des fonctions exécutives, avec un contrôle inhibiteur, planification, anticipation et mémoire de travail visio-spatiale qui sont très supérieures à la norme, mais une fragilité au niveau attentionnel qui n'est toutefois pas pathologique, mais elle est dans la zone de moyenne faible déficitaire. Donc au niveau de l'anamnèse et du travail qu'on fait en équipe pour vérifier le diagnostic de TDAH, eh bien les éléments d'anamnèse ne répondent pas et ne remplissent pas tous les critères de TDAH. On retrouve uniquement 2 symptômes sur 6 dans la catégorie inattention et puis 2 symptômes sur 6 dans la catégorie hyperactivité, impulsivité. Et si on fait un zoom sur ces 2 symptômes sur 6, en fait, il s'agit de Joris, il parle beaucoup et puis il coupe la parole avant de finir, avant d'entendre toute la question. Donc, si on revient sur les particularités du profil cognitif d'HP, ils sont notamment avec un profil hétérogène et un point fort au niveau verbal. Eh bien, ils sont souvent justement très prolixes et on peut comprendre que dans la revue de littérature scientifique, on retrouve cette caractéristique qui peut aussi être catégorisée dans ce registre-là. Puis les questionnaires de Conners et de Brief qui évaluent l'attention et le comportement exécutif au quotidien ne remplissent absolument pas les critères, ils ne sont pas significatifs. Donc on continue avec une évaluation socio-cognitive et psycho-affective. Donc on sait très bien à partir du profil d'efficience intellectuelle que Joris présente un niveau verbal très élevé, mais il faut garder en tête que c'est un niveau de stock lexical en termes de quantité et en termes de raisonnement sur le verbal. Toutefois, nous, on s'interroge sur la qualité verbale et on fait passer des questionnaires avec l'entretien clinique et on s'aperçoit des difficultés au niveau qualitatif du langage et de la communication, notamment dans le domaine de la cohérence, de rapports conversationnels, un langage stéréotypé et des intérêts restreints. Donc en confrontant tous ces éléments avec ce qu'on a pu relever à l'entretien clinique, on commence à s'interroger sur une piste d'investigation de TSA. Et donc on commence par le quotient autistique qui nous permet déjà de se situer par rapport à cette idée de dépistage et on retrouve donc un score élevé confirmant une piste d'investigation de TSA avec un quotient empathique faible pour son âge.
Au niveau psychoaffectif, on relève donc une dépression légère avec des symptômes significatifs au niveau de tous les domaines qui objectifent ce qu'on a déjà pu remarquer cliniquement. Et donc on remet en question le diagnostic de TDAH, on se penche sur une hypothèse de TSA et on fait attention au camouflage de TSA par HP surtout avec une ICV très élevée, comme ça a été dit plus souvent dans la revue de littérature scientifique. Donc au niveau neuropsychomoteur, pour vérifier les phénotypes que j'ai cités tout à l'heure, on fait passer donc la NPMOD qui nous met en exergue des difficultés ou des troubles au niveau de tonus, au niveau des syncénisies qui sont toujours présents alors qu'à un âge, pour l'âge de 11 ans, on ne devrait pas les retrouver. Une hypotonie axiale corroborée par des réflux rotuliens faibles, et je reviendrai pour l'interprétation, et des difficultés au niveau de la latéralité indéterminée et des difficultés au niveau de l'habilité oculo-manuelle, alors que tous les autres domaines sont dans la norme, voire même très développés chez cet enfant. Donc pour finir, la batterie NPMOD a mis en exergue dans des phénotypes du TSA, notamment dans le domaine de tonus de la latéralité. Du coup, il a été recommandé de suite de faire passer une ADOS et une ADR dans l'équipe, ce qui a confirmé l'hypothèse du TSA. Le diagnostic de TDAH n'a pas été confirmé. On s'est néanmoins questionné sur la base de ce diagnostic qui a été donc posé sur la base de la TITCH uniquement. Et donc on imagine la sensibilité moindre de ce diagnostic quand on est basé sur un seul test isolé. Néanmoins, du côté de la NPMOD, elle a montré une hypotonie axiale qu'on connaît dans la littérature qui peut entraîner des difficultés justement et un décrochage attentionnel, surtout lorsqu'il est isolé comme dans le cas de Joris. Voilà, après on va dire toute une période de travail et de mise en place du diagnostic et avec l'accord de Joris et ses parents. Donc le projet de prise en charge a complètement changé. Il est actuellement, en pédopsie, un arrêt de la méthylphénidate. En revanche, il est en groupe d'habilité sociale dans une école adaptée pour HP et une prise en charge en psychomotricité pour travailler sur le plan tonique et le plan de la latéralité, mais également au niveau du tonus, de la tension, pardon. Et donc, on l'a encouragé pour pratiquer des activités sportives de son choix qui pourraient l'aider au niveau moteur. Au niveau clinique, c'est à peu près ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir une cotation assez rapide, rigoureuse, qui répond tout à fait à la sémiologie actuelle du TSA sur le plan moteur, en plus des mouvements stéréotypés qui sont habituellement reconnus dans le DSM-5. Et donc, ça permet également une meilleure compréhension de la physiopathologie sous-jacente et de faire la part des choses entre les similarités de profil et les diagnostics différentiels. Je vous remercie pour votre attention.